Bonjour et bienvenue à Impact Pod. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et là les gars, je suis très content de faire cet épisode avec vous, ça va être génial. Le première, deuxième ligne ici, c'est le dreadeux, c'est le metalhead, mais c'est 100% rugbyman, c'est Charlie Bayer. Salut Charlie. Et oui, back dans le pack. Salut les copains, je suis content de vous retrouver. Et en effet, Metalhead plus que jamais ce week-end, puisque j'ai eu les chances d'aller au Stade de France, pas pour du rugby cette fois-ci, mais pour voir Metallica. Et c'était magique. J'imagine bien. T'as toujours ta voix quand même. À peu près. Mais je l'ai encore un peu plus perdu le lendemain avec le match dont on va parler. Exactement. Allez, notre deuxième ligne, c'est notre maître d'histoire rugbystique. Alors, c'est un ancien Racingman qui, malheureusement, il n'a jamais gagné le Champions Cup. Mais on est content de l'avoir avec nous. C'est Théodore de Saint-Rémy. Oui, salut à tous les deux. Je l'ai jamais gagné parce qu'à mon époque, elle n'existait pas, Thierry. Sinon, peut-être que l'histoire aurait été différente. Alors, moi, j'ai un petit bruit à faire, vous avez entendu. Et c'est notre petite tradition. Et voilà, pour fêter la victoire des Rochelais, je me sers une petite mousse et tout est dit. C'est et bien. Voilà. Si je jouais au Racing à l'époque, c'était Brive qui était champion d'Europe, donc c'était vraiment un autre monde, quoi. C'est improbable. Allez, avant de démarrer dans le rugby, est-ce que vous m'accordez la petite minute américaine? Évidemment, surtout que nous aussi, on va dire des choses. Ah, ok, parfait. Quand même, NBA, la dernière fois on a parlé, LeBron James et Steph Curry, c'était la tête-à-tête, et maintenant LeBron James se retrouve face à un monstre serbe, c'est Nikola Jokic, the Joker. J'ai l'impression que ça va pas passer, malheureusement pour lui, parce que là, déjà, ils sont 3-0 des Denver Nuggets. Tu as vu quand même que les Spurs ont gagné le tirage au sort pour la draft américaine, et donc probablement notre cher Victor Wembanyama, la future star annoncée du basket mondial. Espérons que ça tienne, hein. Faut pas qu'il ait de pépins physiques. Une carrière de sportif, ça reste quand même aléatoire malgré tout, mais ça va faire un Frenchie de plus chez les Spurs, et ça fera au moins le bonheur de Tony Parker et des fans des Français aux Spurs. Donc lui, il a l'air en tout cas très content d'aller au Texas. Ouais, je pense que c'est une opportunité en or pour cette équipe d'argent. Mais vraiment, c'est un super équipe pour lui parce qu'ils se connaissent bien. On va dire, c'est un super coach. Ça va être génial. Oui, comme tu dis, c'est jamais fait la carrière de quelqu'un, mais on lui souhaite que du bonheur. Greg Popovich, qui a 74 ans quand même, hein, le coach actuel des Spurs, a annoncé qu'il allait sans doute prolonger parce qu'il avait envie de coacher ce garçon. Donc ça aussi, ça augure de quelques jolis moments sur les parquets de la NBA. Et pour les fans de foot américain, en fait, il y a une équipe de foot américain à Paris maintenant qui s'appelle The Paris Musketeers, qui va démarrer très très bientôt, il me semble. Donc, si vous êtes fan et vous avez envie de voir un bon niveau de foot américain, allez chercher Paris Musketeers sur les réseaux en fait, ils jouent à Stade Jean Bouin. D'accord, excellente nouvelle. Bon, la minute américaine, c'est fini maintenant. Merci les mecs, j'apprécie ce moment que vous m'accordez quand même. Maintenant, c'est direct au rugby français. On va démarrer avec le Champions Cup parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de ça. Mais avant, je me suis dit, tiens, c'est le final de Pro D2, c'est la semaine prochaine. Il y aura Oyonnax contre Grenoble. Et les garçons, est-ce que vous avez un petit préférence? En hommage à notre copain Jonathan Best, on va mettre une petite pièce sur Grenoble, où il a passé une grande partie de sa carrière. Oyonnax a fait une très très grosse saison, donc leur place en finale est méritée, même si c'est toujours dur de voir les équipes qui perdent en demi, en l'occurrence Mont-de-Marsan qui a été battu par Oyonnax. Mais effectivement, je pense que l'histoire récente d'Oyonnax et leur saison plaide pour eux, à mon sens. Donc même si moi j'aime beaucoup l'équipe de Grenoble, les Rouges et Bleus, le stade Les Diguerres, le premier club à avoir accueilli des Wallisiens en France. On a parlé souvent de la famille Taofi-Fenoua et des oncles de ceux qu'on voit actuellement. Donc grande place forte quand même du rugby, Grenoble aussi, qu'on serait content de revoir monter. Donc à suivre. Ouais, moi, perso, en fait, je suis plus près de Oyonnax. En fait, je suis à 1h15 de Oyonnax. Ah ouais, tu donc pourrais aller voir bien, le top 14, toi, à 1 heure de chez toi. T'imagines, tu pourrais regarder un match de top 14 dans le Jura, ça serait quand même pas mal. Ça serait génial. Ouais, super. Donc, bonne chance à les deux équipes, mais pour aller Oyonnax. Allez, et aussi, c'est les playoffs pour les filles de club en Elite One. Et donc, je voulais juste dire un petit bravo aussi à Gabi Vernier, qui a été élue, on va dire, la femme du tournoi pour les 6 nations.
Allez, on y va tout de suite avec le Challenge Cup. Alors, c'est les Glasgow Warriors against les Toulonnais. I don't know, il faut vraiment les mecs que vous travaillez un peu les mascottes. En français, il y a Serein qui démarre le match avec la fête. Petit coup de pied à suivre. Et après, c'est le papa Sergio Parisse qui marque le prochain essai. Et puis, les Noirs écrasent encore les Bleus. Le petit Serein marque à nouveau. Les OKC ont un peu faim quand même, mais on échappe le mi-temps sans encaisser des points. Malheureusement, Serein est blessé et Gabin Villiers aussi. Bastareaud, il va commencer en centre comme le bon vieux temps. Olivon, Elin, Priso, Colby, West. En fait, ils ont un sacré équipe quand même quand ils sont complets les Toulonnais. Basta mis à terre par Tipoloto. Glasgow à l'attaque, mais jolie défense de Colby dans les 5 mètres. Donc, en avant bleu. Colby va faire ensuite un joli 50-22 par la suite. 3 points de plus pour les rouges et noirs. La Marseillaise sonne en Irlande, j'ai l'impression, et Basta avec un super coup de pied. Olivon vole la touche adversaire pour un essai, mais un hors-jeu que j'ai pas compris. On évite 2 attaques d'Écosse. Est-ce qu'on peut éviter la 3e? Eh ben non, Danny Price pour Stein et 7 points pour les Bleus d'Écosse et pas pour la France. Réponse immédiate par Toulon. Colby sert son allié fidjien, Wanikolo. 29-7, et puis Toulon et le chat qui joue un peu avec sa nourriture, 36-7, mais la souris n'est pas morte, 36-12. Colby s'est joué en défense aussi, il est élu homme de match, et il a fâché les Écossais un peu quand même. Assez pour marquer 36-19, mais ça finit avec un essai facile pour West, 43-19. Ça annonce du beau pour le rugby français ce week-end. Bravo Toulon. Oui, c'est un très beau match de rugby. Dans lequel il n'a manqué que la dramatique, parce qu'en fait, on a assez vite compris que Toulon allait gagner, parce qu'ils ont pris le large. Les Écossais se sont défendus et ils finissent pas à 0 pointé, puisque ça termine à 43-19, mais malgré tout avec plus de 20 points d'écart et assez peu de suspense. Assez vite, on a vu que l'affaire était pliée. On a vu de très belles choses. Moi, je suis toujours admiratif, effectivement, de Chelsea Colby. Il a notamment fait un 50-22 à un moment plein de vista et de justesse technique, et c'est très chouette de voir que cette règle-là, quand elle est bien utilisée, elle est extrêmement favorable aux équipes qui attaquent et qui osent la tenter. Donc j'ai bien aimé ça. Et puis je trouve que ça fait plaisir pour cette équipe de Toulon qui a quand même été sur le toit de l'Europe avec la grande Coupe d'Europe plusieurs fois dans les années 2010, qui avait des épopées européennes dans la grande compétition. Et finalement, cette compétition-là, même si elle est la numéro 2, elle est un peu galvaudée, elle est un peu moins prestigieuse, ça reste un titre, et ça reste un titre contre les Britanniques pour une équipe française. Donc en année de Coupe du Monde, où on va devoir à nouveau se confronter face à tout ce système rugby mondial qui est quand même britannique avant tout, c'est toujours bien de marquer un peu notre territoire. Et moi, ça m'a bien plu comme victoire, voilà. Oui, belle victoire, et c'est aussi un beau cadeau d'adieu pour certains qui arrêtent. Bastaro, notre ami du pack, a fait un message assez émouvant, quoi, où il explique que cette année il a vraiment poussé. Il a dit qu'il a serré les dents pour ne pas sentir la douleur de ses jambes sur le terrain, et c'est un très grand joueur qui a marqué les années 2010, comme tu sais. Ça m'a fait mal quand t'as dit les années 2010, comme c'était un truc tellement passé, ça, mais ouais. Mais voilà, qui a marqué l'équipe de France et le top 14. C'est une belle fin pour lui. Une petite pensée aussi pour Parisse qui il a 37, 38, impressionnant, quoi. Ça sera encore un match impressionnant, même si c'est ça. 38, c'était peut-être son dernier aussi. Donc voilà, aussi pareil dans le Colby s'en va de Toulon, non, c'est ça. C'était pas très bien passé. Et pourtant à la fin il y a eu des petites histoires un peu compliquées à Toulon, et à la fin du match, il était en larmes, comme quoi le rugby, c'est des émotions très très fortes, même pour des hommes qu'on considère comme des gros bonhommes. Voilà. Et oui, et j'ai vu que Bastareaud, il a gagné tous les championnats possibles, donc bravo à lui. En fait, si je me trompe pas, apparemment, en gagnant ça, le final, est-ce qu'il qualifie directement pour le Champions Cup l'année après, c'est ça? Oui, c'est tout à fait ça. Et c'est vrai que j'aurais dû le préciser. Pour Toulon, qui a une saison un peu moribonde, puisqu'ils vont probablement pas se qualifier pour les phases finales, accéder du coup à la grande Coupe d'Europe et pouvoir rejouer cette grande compétition dans laquelle ils ont beaucoup brillé, c'est aussi génial. Et ça, c'est le ticket effectivement qui est offert aux vainqueurs de la Challenge Cup. Le ticket. Le ticket.
En tout cas, je suis content. Pas le TK. En tout cas, je suis content pour Toulon. Comme ça, on a plus de rugby français dans notre challenge, dans notre Champions Cup pour l'année prochaine. C'est fait toujours du bien. Allez, on va passer directement à le match de phare de ce week-end. Et en fait, j'ai pensé que c'était à 20h et par hasard, après ma journée dans le jardin, je suis allé boire un coup, une petite bière pour me rafraîchir et tout ça pour ma récompense. Et qu'est-ce que je trouve? C'est le match qui a démarré beaucoup plus tôt que j'ai pensé. Et bon, finalement, dans ce match, je n'étais pas le seul qui était en retard, en fait, parce que La Rochelle a laissé les Irlandais marquer en moins d'une minute. Donc, c'était le talonneur Sheenan qui a fait un petit 1-2 avec le numéro 8 Conan pour un essai surprise. Et c'est suivi par un 50-22 millimétré de Lowe. Touche pour eux sur notre 5 mètres. Et puis, c'est le 14 dans le coin qui marque. Donc, c'est 12-0 pour eux. Finalement, on a un peu le ballon. On essaie de dérouler l'attaque, mais le grand mur de Dublin est en place et il coffre notre numéro 8, Greg Aldrit. Ouh là 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 là, c'est pas vrai. Sheenan marque à nouveau 17-0 à 13 minutes. C'est la cata quand même. On est un peu chez eux. Il faut absolument positively marquer ici et maintenant. Et Dante, lui, il est d'accord. 17-7. 25 minutes, penalty touche pour eux. Van der Flyer, c'est un menace. L'intensité, elle est vraiment là. Et les plaquages du 13, Ringrose, et numéro 5, James Ryan, font du mal. Ça va bastonner d'ici peu. Et oui, ça commence à pousser. Le numéro 5, James Ryan, doit sortir, commotion, je pense. Et Botia, il change des shorts. Et peut-être c'est ça qui va changer des choses parce que ça va un peu dans la direction de La Rochelle. C'est le numéro 6, jaune, qui dribble comme un footeux pour 40 mètres, mais ça marche pas. Mais on n'est pas refusé non plus. Tout le monde fonce Antonio Skelton avec des poussées vers l'avant. Et c'est le 13, Soeteni, qui marque jolie passe de Astoy. 23-14. Un match palpitant et peut-être bien saignant vu la tête de Porter, le pilier des Leprechauns. Voilà, 23-14 pour le mi-temps. Oui, c'est une mi-temps qui démarre comme un cauchemar, comme un rêve pour les Leinstermen, mais comme un cauchemar pour les Rochelais, puisque 17-0 à la 12e, je pense que c'est le pire score de démarrage d'une finale de l'histoire de cette compétition. C'est complètement lunaire et on avait l'impression, si rien n'avait changé et si les joueurs du Leinster étaient restés sur ce rythme et les Rochelais étaient restés à côté de leur pompe, entre guillemets, comme ça, qu'ils allaient en prendre 70. C'était absolument ébouriffant. Mais très vite, et on va voir, parce qu'on va reparler de cette deuxième mi-temps et de l'issue, l'essai d'abord de Jonathan Danty et surtout l'essai de Soeteni en fin de mi-temps, qui ramène un score tout à fait honorable de 23-14, alors qu'on a eu l'impression qu'il s'était fait exploser sur les 10 premières minutes. Moins 9 dans une finale, c'est pas du tout dramatique. Et je dois dire que l'interview de Greg Aldrit à la mi-temps qui dit « Non, on savait qu'on allait prendre la grêle au début, on est à moins 9 et on était bien derrière l'année dernière et ça nous a pas inquiété, ça nous a pas empêché de gagner. » Tu te dis, en fait, c'est pas foutu. Mais à la 15e, moi j'étais avec mon fils, on regardait, on se disait, on ouvrait des yeux comme des calots et on se disait, mais c'est un cauchemar. C'est absolument incroyable. J'insiste sur le deuxième essai, celui de Soeteni, qui est vraiment magnifique parce qu'il y a une succession de temps de jeu. Il y a à la fin Astoy qui joue super bien 2 contre 1 et Dieu sait que à l'école de rugby et partout, il faut pousser les gamins à savoir jouer les 2 contre 1. Il le joue magnifiquement pour marquer. C'est l'essai de l'espoir. Et c'est ce qui fait qu'à la mi-temps, on se dit, c'est peut-être pas foutu. Bon, avant, Charlie, il y avait un mot là, il faut que je vais re-entendre dans Edith, je pense qu'il y a un autre mot pour mon dictionnaire personnel en français. Vas-y, Charlie, qu'est-ce que tu as pensé de ce premier mi-temps? C'est première, comme tout le monde, hein, tu sais, je vais pas. Juste tout à l'heure, tu parlais d'un match phare pour La Rochelle. C'est marrant de parler d'un match phare pour le port de La Rochelle. C'est la petite blague. Bien vu, très bien vu, Charlie. Non, voilà, comme tout le monde, vraiment cueilli comme je pensais que les Rochelais étaient cueillis, quoi. Ce premier quart d'heure était glaçant, il a coupé la parole, quoi. Et voilà, déjà ce pointait, je trouvais, regarde, un match rugueux, dur, où le moindre, enfin, toutes les zones d'affrontement sont exploitées. Enfin, des rucks comme ça, c'est quand même assez violent. Je sais pas ce qu'on apprend dans les écoles de rugby irlandaises pour qu'ils soient si doués, pour que ce pays soit si doué pour les contre-rucks, mais voilà, que ça sentait la rugosité déjà. Mais comme tu dis, à part ce premier quart d'heure qui était vraiment pas positif, étrange,
Je sentais pas les Rochelais dépasser, quoi. Comme tu dis, l'interview d'Aldrit, c'était vraiment genre non, mais on est dans les plans. Tout va bien. Il y a eu cette marée. Bon, voilà. Et donc, en effet, ça présageait une deuxième mi-temps pleine de suspense et de choc. Allez, j'ai profité du mi-temps pour rentrer chez moi, regarder tranquillement à la télé. Deuxième mi-temps démarre avec le combo Hastoy soutenu encore, mais vers la 49 minutes, on est à 26-20 après un penalty. On est proche quand même que 6 points. Un essai, on peut gagner. Kerr Barlow contre un coup de pied, touche pour nous bien dans le camp des Irish. La cocotte va bien, mais les Irish grattent. Lowe fait un mauvais coup de pied. Le stade est devenu un peu plus français, je trouve. Van der Flier arrache le ballon d'Aldrit. Notre attaque est arrêtée coup après coup. On a les ballons, on roule, on déboule, mais les Irish sont shoulder to shoulder, rien ne passe. On s'échange des messages entre potes de Pâques pour dire mais quel match, quel match. À 60 minutes, je range mes ongles. Attaque après attaque, les Rochelais avancent, mais il y a toujours un gratteur côté bleu. 65 minutes, 4 fois plus de plaquage pour les Irish que pour nous, je pense. Peut-être ils vont être fatigués, peut-être ils vont louper un plaquage. Pénalité pour nous, mais on prend le peine à touche. Pourquoi pas prendre les points? Jaco Pepper commence à se fâcher avec les Bleus. On refait les peines à touche, on pousse comme des malades et c'est le grand monsieur Colombe qui marque un essai de la gagne. Hastoy, c'est notre boy, il n'arrête pas le coup de pied et oui, on mène le match pour la première fois 26-27. Et puis Dante, plaquage un peu haut, on finit 14-14. 5 minutes à jouer, on va voir si les remparts de La Rochelle sont solides. Et oui, on chope le ballon. Et non, on ne sort pas le coup de pied. Et merde, un blessé grave, un faute super moche, carton rouge direct. S'il vous plaît, ne faites pas ça dans le rugby. Un coup d'épaule sur la nuque, ça fait mal au estomac. On a moins de 2 minutes à jouer. Penalty touche pour nous, pénalité contre eux. Incroyable, juste incroyable. La fortitude montagne de La Rochelle. Les gars, s'il vous plaît, il faut que vous preniez le relais, car moi, je suis bouche bée. C'était un final de mammouth. La Rochelle gagne à Dublin 27-26. Ouais, c'était complètement fou en effet. Après, tu dis que Paper se met à être sévère avec les Irlandais. Il était temps, petit navire, j'ai envie de dire. Parce je suis bien d'accord avec toi. Je l'ai trouvé assez gentil avec eux pendant très longtemps. Alors déjà un scénario de dingue, en effet, c'était pas pour les cardiaques, fallait pas, on a beaucoup transpiré, mais comme tu dis, mais quel mental de cette équipe, parce que quand ils ont pris la pénale touche à 10 minutes de la fin là, mais j'étais en train de hurler, je dis mais n'importe qui, on prend les 3 points quand c'est comme ça, enfin c'est normal, on va pas repartir de chez eux sans avoir scoré, et ça se passe mal, et 3 fois on l'a refait la touche pour finalement y arriver. Bravo, c'était courageux. Et pareil sur les 2 dernières touches qu'on fait, que La Rochelle fait, on fait des troisième sauteurs, on se met à faire des troisième sauteurs à ce moment-là. Je dis d'ailleurs la première ils ont pas sauté, mais la deuxième ils ont sauté en contre Leinster parce qu'ils se sont dit le troisième on peut tenter d'aller la chercher. Donc encore une fois gros mental quoi, faut avoir confiance en ses forces. Pour faire des choses comme ça quand t'as que 1 point d'avance, quand t'as une pénalité de perdre un titre, c'était vraiment couillu quoi, ouais. Et j'ai hurlé, j'ai échangé des messages avec vous, j'ai hurlé dans le bar avec tout le monde. C'était vraiment assez fou quoi. C'était assez fou. Et j'étais un peu j'en parlais tout à l'heure, mais j'étais un peu je suis pas anglais, je ne lis pas sur les lèvres, mais de O'Gara dans sa petite cabine d'entraîneur, j'ai distinctement entendu le fuck yeah muet. Voilà. Et j'étais un peu comme lui quoi. Ça fait du bien. C'est un match honnêtement dont on pourrait parler des heures. Tant il y a à dire sur cette deuxième mi-temps et sur ce que un tel retournement de situation signifie pour des compétiteurs, et à quel point quand on regarde ça, on doit pouvoir se dire dans tous les événements de la vie qui nous accablent, rien n'est perdu. Ils nous ont donné une leçon de vie et une leçon de foi dans l'atteinte des objectifs envers et contre tout, qui est mais une des plus belles pour moi de l'histoire du sport français. Très sincèrement, je le dis parce que il faut pas oublier que La Rochelle, c'est une équipe qui était en Pro D2 il y a 10 ans, qui a dans ses joueurs qui finissent sur ce podium avec cette coupe, Romain Sazi, Levani Botia, qui étaient des joueurs qui jouaient en Pro D2. Ils sont montés avec ce club, ils ont gravi les échelons, ils ont construit un groupe
qui a une force collective quasiment unique en fait dans l'histoire des clubs récentes, parce que aller gagner en Irlande, on le sait, l'équipe de France s'y est fracassée il y a 2 mois dans ce même stade contre quasiment la même équipe, et c'était l'équipe de France, parce que le Leinster et l'équipe de France et l'équipe d'Irlande, c'est pas loin d'être pareil. Pour faire déjouer à ce point une équipe, il faut avoir une force collective, une force mentale, une détermination absolument extraordinaire. Bien sûr, ils ont fait ça sur des basiques du rugby. Qu'est-ce qui s'est passé en deuxième mi-temps ? Ils les ont ultra dominés devant. En mêlée fermée, ils ont été beaucoup plus forts qu'eux. Ils les ont pris sur maul après des touches. Il y a eu plusieurs mauls de 5, 6, 10, 15 mètres. Les Irlandais, ils sont pas habitués à souffrir comme ça sur ce jeu-là. Alors, parfois, ça n'a pas été au bout, mais on a bien vu la fin du match, à quel point, effectivement, tu l'as dit, TK, ils prennent pas la pénalité. On se dit, mais pourquoi ils prennent pas la pénalité pour passer à +4 au moins ? Non, ils vont en pénal touche. Et c'est absolument incroyable le déroulé de ce match. Et je pense que si on déroule la pelote, on se rend compte que l'équipe du Leinster, qui l'année dernière a perdu sur le fil à Marseille contre cette équipe, avait l'impression de s'être fait voler et voulait simplement remettre les pendules à l'heure. Et il voulait montrer que l'année dernière, c'était une erreur. Ils se sont complètement trompés de ce point de vue. Ils ont été pris à leur propre jeu. J'ai vu ce matin dans l'équipe que au moment du toss, le tirage au sort, Thierry, Oui. le capitaine n'a pas regardé Grégory Aldrit dans les yeux. Je pense aussi que les joueurs du Leinster et le peuple du Leinster en veut à Ronan O'Gara, qui était un joueur du Munster, c'est-à-dire un ennemi juré. Ils le prennent pour le plouc du village d'à côté. Donc, tout était réuni pour, remettre les pendules à l'heure. L'année dernière, vous avez gagné, mais c'était un accident. Vous allez venir chez nous, on va vous montrer ce que c'est que le Leinster à l'Aviva Stadium. Et d'ailleurs, à la 12e, ils étaient dans leur plan. Sauf qu'ils en ont tellement mis à ce moment-là qu'ils se sont effondrés après. Et là où La Rochelle a été immense, le Leinster était complètement à côté de ses pompes. Le demi de mêlée a pas été bon. Love a gaspillé des coups de pied dévissés, en veux-tu, en voilà, etc. Ils étaient plus dans le match. Je sais pas ce que vous avez pensé, mais autant La Rochelle était fantastique, mais le Leinster était à côté quand même. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai. J'avais fait une petite analyse comme ça sur les points qui m'avaient. Mais dans leur force mentale aussi, il y a toute ces 5 minutes de défense la fin au cours des 10 dernières minutes, la fin vraiment vers la fin. Ils ont défendu, mais comme des acharnés. Et typiquement, dans ce genre de match, quand t'as beaucoup d'enjeux, quand c'est dur, quand c'est la fin, quand ça a été physiquement très dur, clairement le Leinster cherchait la pénalité, cherchait les 3 points, cherchait à pousser à la faute. Et ça arrive très souvent. Enfin, c'est absolument pas bête de le faire. Mais quelle force mentale il faut pour défendre aussi fort à 14 en plus, parce que bon, ça demande plus de travail. Et de pas faire le petit geste en trop, de passer plutôt au contraire le Leinster, qui d'ailleurs ils ont le carton rouge là-dessus. D'ailleurs le carton rouge, on parlait de Pepper tout à l'heure, mais je pense que s'il y avait pas eu un KO, le match aurait pas été arrêté, il y aurait pas eu de ralenti, il y aurait peut-être pas eu de carton rouge. Donc Pepper il était peut-être pas si vigilant que ça. Et oui, donc je trouve que cette force mentale aussi, elle se voit là, dans le fait de pas faire l'engagement de trop et sortir de ses gonds. C'est la force mentale de pas craquer et de pas pousser la violence indue au rugby au-delà des règles. Voilà. Moi, ce qui m'a frappé, c'est dans le premier quart d'heure, la puissance, la précision, la technicité, c'était du rugby parfait, ce qu'on a vu de la part du Leinster dans le premier quart d'heure. Ils ont mis un tel engagement à ce moment-là qu'on a l'impression qu'après, ils avaient l'impression d'avoir déjà tout donné. Et plus de jus. Et c'est vraiment assez dingue. Moi, ça m'a frappé parce que cette équipe, sur la Coupe d'Europe passée, et y compris contre le Stade Toulousain en demi-finale, c'est 40 points de moyenne. Hein. Ah ouais. À tous les adversaires de l'Europe. Il y a que, grosso modo, La Rochelle qui a pris moins de 40 points de cette année par le Leinster, et en plus ils en ont pris que 26, et ils en ont marqué 27. Donc, moi j'ai été complètement fasciné. Je continue de penser que cette équipe, avec ce qu'elle a construit
en sortant de la Pro D2, en montant les échelons et en étant maintenant sur le toit de l'Europe, et c'est plus un accident 2 fois de suite. C'est terminé là. Il y a pas de, ils ont eu du bol, je sais pas quoi, le Leinster, le ballon en avant, le truc, non, 2 fois de suite, c'est plus un accident. Donc c'est la meilleure équipe d'Europe. Et je pense que ils ont construit cette équipe avec le président Merlin, avec son équipe autour qui a été chercher des talents intelligents. Notamment, moi j'ai un petit clin d'œil parce que Georges-Henri Colombe a fait une super rentrée. On n'a pas vu que son KO. Il a marqué un essai. Il leur a fait mal en mêlée fermée, etc. C'est un ancien du Racing comme Brice Dulin. Brice Dulin, c'était super Brice Dulin. Ouais. C'était Brice Dublin hier, sans déconner. Il a été le mec que des trucs tranchants. Alors, il a pas fait de remontée de 60 mètres, mais il a remis son équipe dans la marche avant à chaque fois. L'autre sort, paf, il se met à la mêlée. Enfin, ils ont été exceptionnels. Mais juste pour finir, cette équipe, ce qu'ils ont fait collectivement et ce qu'ils ont construit, ça devrait faire réfléchir beaucoup de gens. Et quand on extrapole ça à d'autres sports, quand on voit le pognon que le Qatar a mis dans le PSG en foot, pour toujours pas arriver à se qualifier en quart de finale de la Coupe d'Europe, parce que c'est la même chose. Hein. Ah, les coups de gueule de Théo. Alors que eux, il est remonté. Tu veux, ils sortent de la Pro D2, ils deviennent champions d'Europe avec une équipe de potes, ça devrait faire réfléchir beaucoup de gens. Et c'est juste ce que notre sport peut nous donner de plus beau et de mieux. Donc, ils me font rêver. Maintenant, les mecs sautent dans l'eau à La Rochelle. Ils sont sur le bus à l'Impérial, sur le Vieux-Port. Non, mais ça me fait rêver. C'est fantastique. Et La Rochelle n'était pas sur la carte du rugby il y a encore 20 ans. Tu vas être motivé à bloc demain au boulot, lundi au travail. Je te rejoins complètement sur cette idée de ces deux équipes, parce que moi j'aime bien faire le jeu où tu prends les deux rosters, tu vois tu mets face à face les joueurs qui jouent pilier, qui jouent 5, 6 et tout ça. Et en fait, on va dire tête par tête, je disais waouh, en fait le seul endroit où on était, on va dire, on avait Antonio, mais qui est en face d'Antonio, c'est Tad Furlong. Ah oui, ok, quand même. On a Audrit, mais qui en face, c'est soit Doris ou Conan. Ah oui, quand même, c'est Conan qui a été très bon quand même. Ah oui, grave, ouais. et oui, ok, on a Skelton, mais en face, c'est James Ryan, et ça arrêtait pas. We have Ringrose. Oui, on a Danty, mais eux ont Ringrose. Waouh! Et il y avait pas un moment où je disais, ok, La Rochelle, en termes de personnel, qu'ils avaient forcément un poste qui était beaucoup meilleur que les autres, que l'équipe en face. Et même, ouais, avant le match, je me suis dit, la seule façon qu'ils vont gagner, c'est cette histoire de solidarité et on va dire le mental d'équipe, et c'est exactement ça qu'ils ont fait gagner. C'est que ce qui me paraît dingue, pour finir là-dessus, je pense sincèrement que les mecs du Leinster les ont pris de haut, et on le dit tellement de fois qu'au rugby, quand tu prends les mecs de haut, d'une certaine manière, t'as déjà perdu. Je suis convaincu qu'ils les ont pris un peu de haut, et ça s'est retourné contre eux d'une manière absolument cruelle pour eux, parce que c'est quand même terrible de perdre 2 fois de suite contre le même. Ils les ont jamais battus. Ils avaient perdu en demi-finale l'année d'avant, le Leinster, contre La Rochelle. Donc ça devient vraiment leur bête noire, leur bête jaune en l'occurrence. Mais ça dit tellement sur ce sport qui demande de l'humilité avant tout, pour pouvoir gagner, pouvoir prétendre à aller chercher les 4 points de la gagne ou le trophée. Moi, ça me fascine que, avec tout le professionnalisme qu'on continue de mettre, eh bien, malgré tout, il y a cette petite étincelle qui reste un peu éternelle, qui n'appartient qu'au groupe qui constitue une équipe et qui constitue leur état d'esprit quand ils rentrent sur le pré ensemble. Je pense que, malgré tout, le Leinster a aussi souffert de l'absence de Johnny Sexton. Le numéro 10 du Leinster a raté, il y a 2 pénalités qui vont sur le poteau, ils perdent d'1 point à la fin, 2 transformations, pardon. Voilà, s'il avait mis ces 2 transformations, ils auraient été à +4 et non pas à -1 ou à +3. Ça tient à très peu de choses, et je terminerai aussi en disant que je pense que La Rochelle a pu se tromper à un moment lorsque Georges-Henri Colombe marque l'essai. Les remplaçants qui étaient sortis dans la tribune, il restait 8 ou 9 minutes à jouer, se sont congratulés comme s'ils avaient gagné en levant les bras au ciel. Je me suis dit, j'espère qu'ils vont pas perdre, parce que il restait 8-9 minutes, et on l'a bien vu à la fin, ça s'est passé à très peu de choses quand même. Donc, chacun peut parfois faire l'erreur que l'autre a faite aussi, et ça reste toujours la même école d'humilité pour qu'on arrive à
garder ce petit plus de notre sport qui reste magique. Mais à propos de ton chouchou, là, être formé au Racing et s'appeler Colombe, c'est pas un peu prédestiné quand même? Ah, c'est magique, bien sûr. Mais quelquefois, je me dis qu'il a quand même fait. Voilà, ils ont fait le bon choix, ces garçons-là. Tant mieux pour eux. Brice Dulin, c'est pareil. J'étais dépité, moi, quand il est parti, parce que c'est un joueur dont j'ai toujours vraiment admiré la classe. Pour moi, c'est vraiment un joueur de grande classe. En plus, il a tout. Il a la belle gueule. Enfin, c'est vraiment le mec. Si tu fais juste rêver quand il rentre sur le terrain, bah, tant mieux si un club français. Et champion d'Europe avec eux. Je terminerai mon petit coup de gueule. Hein, vous avez vu que j'avais la pêche. Hein. J'ai lu l'équipe, évidemment, j'ai regardé. Je suis furieux contre les notes qui ont été affectées, et notamment une note. Le mec qui a mis les notes, qui a mis 4 à Romain Sazi, si je le chope, je le balance dans le port de La Rochelle. Quoi. C'est inadmissible. Voilà. Parce que on peut mettre des notes individuelles, mais quand on sait l'importance que ce mec qui est le capitaine de cette équipe, qui est champion d'Europe l'année dernière, qui est champion aujourd'hui, qui a battu le Leinster l'année d'avant, et qui jouait en Pro D2, et qui est là, tu peux pas lui mettre 4 sur un titre comme ça, c'est lamentable. Moi, j'avais noté quand même. C'est tellement le match m'a ému que j'ai regardé le match en fait ce matin dans mon lit sur l'iPad et tout. Et je trouvais ça, c'était juste magnifique. Et en fait, pour moi, en fait, je trouve qu'ils ont pas forcément mal joué les Irish, parce que pour moi, par exemple, James Ryan avant son blessure, il était partout. Il était super gênant. Van der Flyer aussi, Ringrose, il tapait comme un malade. Et je comprends, cette histoire de peut-être ils ont laissé quelque chose partir, mais ouais, ils étaient bien. Et Sheenan, il était incroyable, le nombre de plaquages qu'il faisait, les grattages, c'était incroyable. Oui. Ils étaient quand même bien présents, mais je juste trouve que, comme on a déjà dit, mais il y avait quelque chose de plus dans la croyance que le mec après moi, il va me protéger, et je suis jamais toute seule, et c'est pas à moi on va dire côté jaune, c'est pas à moi de tout régler, parce qu'on va la régler ensemble, et c'est ça qui leur fait avancer petit à petit. Tiens, on a parlé rapidement de Sexton, et j'ai entendu qu'apparemment il y avait un petit problème dans le couloir pendant le mi-temps. Oui, visiblement, ils en sont un petit peu venus aux mains entre Sexton, O'Gara. Il y avait peut-être Skelton aussi dans le tas. Bon, je pense que il y a tellement de tensions sur des moments comme ça, on peut le comprendre. J'espère qu'il va pas y avoir des enquêtes, des sanctions et des machins. Ouais, non, ce serait... Manifestement, les mots ont dépassé la pensée, ou les mots ont révélé la pensée. Pour aller se chauffer avec Skelton, je pense qu'il faut vraiment que la pensée soit dépassée, quoi. Ouais, là, je pense qu'il faut être un peu à la limite de l'inconscience, effectivement. Mais je suis d'accord avec toi, Thierry. Les chocs répétés à la tête. Quand tu dis que, moi, c'est vrai que j'ai dit qu'ils sont sortis du match en prenant quelques exemples, et a posteriori, c'est très facile à dire. Ils ont bien sûr fait un très gros match. Ils n'ont pas à rougir de leurs prestations. C'est juste un moment comme seul le sport et son incertitude en réserve. Je pense que mentalement, à partir du moment où, partant de 17-0, les autres sont revenus, tu finis qu'à -9, ils ont dû cogiter au vestiaire, et quand ils ont vu que finalement c'était pas gagné du tout, ils n'avaient pas prévu ça, je pense. Ils n'avaient pas prévu ça parce qu'ils voulaient simplement leur foutre une raclée. Et en fait, ça n'existe pas de vouloir foutre une raclée à des gens. Il faut vouloir gagner en respectant ses adversaires, et c'est là qu'ils se sont trompés. Moi, je pense qu'ils sont perdus, parce que franchement, le coupe de cheveux de Porter et aussi James Lowe, c'est à cause de ça. Ils ont peut-être, si l'année prochaine ils changent de barbier, là, on peut avoir peur. C'est possible. Aussi, la confiance et l'émotion. Il y avait une image là de dimanche matin de l'arrivée des joueurs tard dans la nuit à La Rochelle, accueillis par une horde de supporters, évidemment, euphoriques, évidemment. Et c'est cette image de Aldrit qui marche vers la foule en tenant d'une main le trophée. Et il marche, mais d'un air tellement genre, non, c'est le mec qui rentre de guerre avec son trophée, quoi. Il a accompli et il marche d'un air un peu nonchalant, tu vois qu'il est quand même dans l'émotion. Et juste, il traîne le trophée comme ça auprès des supporters pour que chacun puisse le toucher. Je trouvais ça très, très beau comme image, et ouais, très fort.
Allez, je voulais aussi dire un grand bravo à un pote de notre pack, donc c'est Philippe Gardon, qui est aussi le coach Strength and Conditioning Coach, qui était très sympa, qui est passé plusieurs fois sur l'émission pour parler de foot américain, parce que c'est un ancien joueur de foot US, bien sûr. Donc bravo à toi, Phil Gardon, je suis vraiment content pour toi. Et bon, voilà, en fait, c'est assez marrant, parce qu'après le match, c'était en plein d'émotions, et j'ai ma fille qui dit « Ah, ils ont gagné », et ma femme qui a dit « Ah, c'était qui contre qui ?» et en fait, donc je voulais vous dire, les gars, that's why I love you guys. J'adore partager ce moment ensemble, parce que ça me permet de revivre le match ensemble. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, tout le monde. Donc, merci d'être là et bravo encore à La Rochelle. Alors, prochaine fois, ça va être au minimum. On va essayer d'être là pour le final de Top 14. On a quelques petites surprises, peut-être à venir. On croise les doigts d'avoir des super interviews qu'on aime bien. Et voilà, c'est tout pour l'instant. Merci, comme toujours, les garçons. C'est toujours un plaisir. Ouais, c'était cool de vous avoir. Et les copains les copains, les copines qui nous écoutaient, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur tous les différents réseaux sociaux qu'on a, le Facebook, le Twitter, l'Instagram, de dire ce que vous avez pensé, vous, de cette finale, de ce que vous avez pensé de nos pensées sur la finale. Et n'hésitez pas à nous dire tout ça, ça nous fait plaisir d'avoir des retours. Ouais, j'en profite aussi, tiens, pour passer un petit coucou à l'équipe de Gargevaux-Cresson, mes copains, là où j'ai commencé, entraîné par un grand Johnny aussi, écossais, lui, pour le coup, ami à moi, qui après une super saison, ont eu un titre régional avec leur équipe B, sont arrivés en finale avec leur équipe 1, et se sont qualifiés ce dimanche pour les 8e de finale du championnat de France. Ramenez-nous le bouclard, les copains. Bonne chance à eux. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Salut les gars, salut les potes, salut le pack. Salut, à très vite. Ciao.